Joie de l'âme a un certain son, lequel ? Celui assez personnel des pianos Bosendorfer qui m'ont accompagné sur cet enregistrement et qui nous offre la palette sonore, la richesse de la sonorité Bosendorfer alliée à la modernité avec ce nouveau modèle qui est le Vienna Concert. Culture sur mesure, un podcast d'Anne-Sandrine Di Girolamo. Quand Claire-Marie Leguet publie un disque, c'est toujours un enchantement. Certains diraient un événement, mais je préfère parler d'enchantement parce que cette artiste talentueuse, sincère et profonde est un modèle. La voici de retour avec un programme entièrement consacré à Franz Liszt, intitulé Joie de l'âme et publié au label Mirare. Bonjour Claire-Marie Leguet. Quelle joie de vous voir aussi souriante sur cette photographie, la nouvelle couverture de votre disque. Quel est le secret de cette belle photographie ? Écoutez, avant tout, c'est quand même le talent du photographe qu'il faut nommer, qui s'appelle Lyodo Kaneko. Et puis du maquilleur aussi, qui a fait un joli travail. Non, mais c'est vrai, Max Erland, c'est un travail d'équipe, c'est aussi le reflet d'un instant, de cette prise de vue. Et avant tout, je pense que c'est en lien avec ce que contient le disque. C'est-à-dire que c'est quand même le but ultime, c'est que la pochette dise quelque chose de ce qu'il y a musicalement et de l'histoire que raconte un disque, parce que c'est quand même un objet, c'est une construction, un enregistrement. Et donc Joie de l'âme, qui est le titre, et j'espère que ce sourire en est le reflet, c'est extrait d'une citation de Liszt, qui est « Ce n'est point par les surfaces, mais par les profondeurs que se mesurent les joies de l'âme ». Et donc j'espère que ce sourire dit quelque chose de ça, tout en sachant que voilà, c'est la joie plus que le fait d'être joyeux, c'est une joie qui a traversé les tourments. Justement, Liszt fait partie de votre parcours de musicienne avec 4 disques que vous lui avez consacrés. Il me semble notable de remarquer ou de relever la succession de 2 titres. Vertige, puis Joie de l'âme. Est-ce que cela dénote chez vous, en tant qu'artiste, un regard plus doux, plus apaisé ? Un parcours en tout cas. C'est sûr. Vous parlez du disque Vertige. En fait, c'est vraiment une histoire. Liszt est ce noyau auquel je reviens. En fait, les enregistrements sont intervenus toujours à des moments très, 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 très importants. Il y a eu le premier enregistrement qui était autour des études d'exécution transcendante de Liszt quand j'avais 19 ans. Donc, c'était vraiment le démarrage de quelque chose. Il y a eu l'enregistrement avec Louis Langrée et l'Orchestre Philharmonique de Liège des 2 concertos qui était aussi une étape extrêmement importante. D'abord, c'était un enregistrement avec ce magnifique chef, cette rencontre qui a été fondatrice est très très importante, ces 2 œuvres absolument magistrales. Et puis ensuite il y a eu le disque Vertige avec la sonate de Liszt qui était le central, qui est vraiment un sommet. Maintenant, les Joies de l'âme, je pense qu'il dit quelque chose de ce qu'on a traversé aussi ces derniers mois. D'une recherche de lumière après avoir traversé des moments plus difficiles, voire même tragiques, et certaines œuvres parlent de cela. On a la mort d'Isolde, on a Funérailles, mais aussi les Consolations, qui étaient des œuvres très chères à Liszt, qu'il a beaucoup joué en concert. Voilà, et peut-être que cette pochette, ce sourire, se dit quelque chose de ce jaillissement de vie que l'on retrouve. Oui, Liszt, c'est la vie. Les voyages, c'est l'amour, mais c'est aussi beaucoup de recul par rapport au drame de la vie. Pourriez-vous nous parler plus avant du programme ? Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi ? Comment est-ce que vous l'avez construit ? Et puis, il faut bien le dire, vous choisissez des œuvres, finalement c'est peu 1 heure de disque. Je suppose que chaque œuvre a un sens précis pour vous. Oui, un sens précis pour moi. D'abord, ce sont vraiment des chefs-d'œuvre. Ce ne sont que des chefs-d'œuvre. Enfin, chacune de ces pièces est un chef-d'œuvre. Elles ont un sens précis les unes avec les autres aussi. On a notamment la pièce Au bord d'une source, qui décrit quelque chose de la relation très très importante que Liszt avait avec l'eau. En fait, il y a l'eau est très présente dans ses œuvres, dans plusieurs de ses œuvres. Et c'est vraiment l'eau, source de vie, l'eau, jaillissement, l'eau de la naissance, l'eau du baptême. On sait que Liszt était très très profond, très religieux. Donc il y a quelque chose dans tout ça. Et en fait, c'est Au bord d'une source, qui est pourtant pas tout à fait au début du disque, mais là comme la source de vie en fait, à laquelle on revient et qui nous amène justement à la consolation. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de ce disque qui a un fort attachement que j'ai à la personnalité de Liszt. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de Liszt sans parler de sa vie, de cette vie extraordinairement complète, de cet homme qui a été un virtuose
exceptionnel, qui était attendu là où il allait dans les villes, qui était vraiment acclamé par la foule sur son passage, qui était un immense séducteur, hein, il faisait tomber les cœurs. Et voilà, donc il y a le personnage virtuose, pianiste, star, nouvelle star du piano et de la musique classique, grand voyageur, grand séducteur. Et puis il y a aussi le Liszt profond, il y a le Liszt en quête de spiritualité, il y a le Liszt qui a vécu une phase d'amour absolument magnifique à partir du moment où il rencontre Marie Dagou, avec qui il voyage, et ça sera la période la plus créatrice de la vie de Liszt, où il va notamment écrire les années de pèlerinage en voyageant avec elle en Italie, en Suisse, et elle sera vraiment sa source d'inspiration, et aussi la mère de ses 3 enfants. Voilà, et puis Liszt qui termine sa vie en étant abbé. Et ce disque dit tout ça, en fait. La présence de la spiritualité est forte. Il y a le Cantique d'amour, qui est un extrait des harmonies poétiques et religieuses. Funérailles aussi, avec toujours chez Liszt cette recherche d'élévation, qu'elle soit à la fois technique, parce que c'est dans l'exigence pianistique, mais aussi le paradis n'est jamais très très loin, en fait, de la souffrance terrestre. On a ça dans Après une lecture de Dante, où il y a ce passage complètement céleste. Ici, dans Funérailles, il y a le Lagrymoso au milieu de Funérailles, qui est ce passage très épuré, comme peut être à une autre époque le Requiem de Fauré. Voilà, quelque chose de toujours de la recherche de soulagement, peut-être, élévation, en fait, élévation de l'âme. Vous parliez de Liszt comme virtuose extrêmement star à son époque. Vous, la si discrète au fond dans votre carrière? Oui, alors je pense que les temps ont changé aussi. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui un artiste classique attendu par des foules remplissant les rues de Paris ou d'une autre ville. C'est beau de savoir que c'était comme ça. Et voilà, je pense que la place de l'artiste est différente aujourd'hui. Mais c'est très bien, et je pense qu'on a aussi peut-être aussi un rôle à jouer dans les messages qu'on peut délivrer à travers la musique. Quelle est justement la place de l'artiste, peut-être la nouvelle place de l'artiste? Peut-être dans l'accompagnement, dans la présence, dans l'intimité de la vie de ceux qui écoutent la musique. Et je pense que notamment c'est le rôle d'un enregistrement par rapport au concert, tout en valorisant pleinement le concert et la rencontre et le rendez-vous avec le public, et le concert qui est absolument irremplaçable. Mais le disque, puisque là on parle d'un disque, c'est différent parce qu'il est là, il est présent à un moment qu'on ne peut pas connaître à l'avance dans la vie de celui qui écoute le disque ou l'enregistrement. Ça peut être un moment anodin de la journée, ça peut être un moment choisi, ça peut être dans la voiture, ça peut être voilà, de 1000 façons différentes. Et ça tient aussi à son caractère. Et je pense que c'est aussi le rôle de l'artiste que d'intervenir dans ces moments qui peuvent être des moments importants. Et voilà, ça me fait penser à quelque chose de totalement différent et peut-être anecdotique, mais je suis aussi mère de 3 enfants. Et j'ai remarqué avec mes enfants que très souvent, ils me disent des choses très importantes à des moments qui peuvent paraître complètement insignifiants, entre 2 portes, à un moment où on a l'impression que voilà, c'est vraiment pas le moment de dire quelque chose d'important. Et parfois, vraiment souvent, c'est arrivé que des messages importants arrivent à ces moments-là. Et j'ai l'impression que le rôle d'un disque, c'est peut-être ça aussi. C'est finalement d'arriver à un moment imprévu où on a l'oreille attirée par quelque chose, ou alors on entend en soi l'écho. Voilà, on trouve un écho à ce que la musique transmet. Que souhaiteriez-vous à la personne qui vous écoute au travers de ce disque-là? J'aimerais qu'elle y trouve un miroir à ce qu'elle peut ressentir, un miroir à sa propre histoire, qu'elle puisse y trouver une force, justement peut-être une essence de ce sourire. J'aimerais que voilà, y ait une communion et une communication de ce sourire. Puis nous avons une petite surprise, nous avons Alix de la Prelle qui vous a posé la question suivante. Bonjour Claire-Marie Leguet, vous avez enregistré des œuvres de l'américain Elliot Carter, de la russe Sofia Gubaidulina, des français Henri Dutilleux et Thierry Esquèche. Et je me demandais si dans le futur vous aviez envie de nous faire découvrir d'autres compositeurs français ou étrangers moins connus, ou si vous aviez des projets différents d'enregistrer des œuvres connues du répertoire déjà enregistrées par d'autres et d'en donner votre vision personnelle. Alors la question posée est très très complète parce que elle aborde à la fois donc les projets à venir. Il y a des choses dont je peux parler et d'autres moins, mais et aussi la question de savoir, en fait, je pense au-delà de ça, quelle est la place de la musique d'aujourd'hui.
quelle place lui consacrer et quelle est la place de la création par rapport aux œuvres du répertoire. Les projets à venir et la musique d'aujourd'hui, alors oui, il y a quelques projets en cours. Vous citiez Thierry Escaèche, qui est un compositeur fondamental et avec lequel j'ai cette relation aussi fondamentale parce qu'on s'est rencontrés très tôt et qu'il y a une espèce de parcours comme ça avec des croisements et qui se nourrissent, et il y aura, je l'espère, d'autres rendez-vous avec Thierry Escaèche. Maintenant, effectivement, je pense que le rapport aux œuvres du répertoire et le rapport à la création se nourrissent. Pour en revenir à Liszt, les choses ont beaucoup changé aujourd'hui puisque on joue plus la musique du passé que la musique de notre temps. Ce que ne faisait pas Liszt, puisque lui-même justement a, à travers les transcriptions, beaucoup joué les œuvres de son temps et aussi joué les œuvres du passé, ce qui ne se faisait pas à son époque, puisqu'on ne jouait que la musique de l'époque en question. Donc voilà, donc ce renversement de situation est quand même un questionnement pour ce qui se passe aujourd'hui, pour l'avenir. Et donc je pense qu'il est important que les interprètes finalement soient à la fois porteurs de la musique de leur temps et aussi effectivement puissent apporter un regard, alors là avec peut-être la maturité des années sur des œuvres du répertoire. Voilà, ça dépend des projets, ça dépend des équilibres, mais les deux sont fondamentalement importants pour moi. Puis ça dépend de vous, de votre évolution, de votre maturité, de vos envies, de peut-être ce que vous avez pu constater dans la société aussi. Puis en ce qui concerne la musique d'aujourd'hui, la musique de notre temps, pour moi il y a un événement, oui, un phénomène qui est très important, c'est la rencontre. Et la rencontre avec le compositeur, c'est vraiment ce qui différencie justement la création et la musique d'aujourd'hui de la musique du passé, c'est qu'on a cet échange possible, ces questionnements possibles sur justement la place de l'interprète, le rôle de l'interprète, la relation à l'œuvre, et c'est un élément très 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 décisif pour moi. On parlait de rencontres, c'est aussi celle avec un directeur musical, artistique ? Oui, tout à fait. Et c'est essentiel et on n'en parle pas suffisamment souvent et pas suffisamment de façon générale. Un disque se fait bien sûr à destination du public, de celui qui écoutera le disque, mais en équipe et avec un directeur artistique ou une directrice artistique. Là, il se trouve que c'était la première expérience, le premier enregistrement avec Florent Olivier. Ça a été une très belle rencontre et que cette alliance entre le musicien et le directeur artistique est absolument essentielle. Parce que le directeur artistique ou la directrice artistique intervient finalement dans cette très très grande intimité avec le micro. C'est sans public, mais le micro incarne la présence, l'écoute du public. Et puis il y a cette voix qui intervient en disant il faudrait qu'on refasse ce passage, ou là je pense que ça pourrait être plus dans cette direction-là. Et c'est à la fois psychologiquement un rôle très difficile parce qu'il faut intervenir là où en fait il faut tellement bien comprendre la pensée musicale et ressentir la personnalité musicale de l'interprète qu'on intervient pour l'amener plus loin et jamais évidemment le freiner ou l'interrompre. Et c'est vraiment un rôle extrêmement subtil qui me fascine. Il est vrai qu'on pose souvent la question de l'agent, moins souvent celle du directeur artistique. Oui, mais je pense que comme dans plein de domaines et plein de sujets, finalement, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu, beaucoup de personnalités, on peut aussi parler de Nicolas Dufetel qui a écrit le texte du livret, on peut parler bien sûr de l'équipe de Miraré, la maison de disques, de René Martin, avec qui les premiers échanges ont eu lieu et qui lui m'a mis sur la piste des consolations de Liszt, avec son fils François-René Martin, avec qui tous les éléments se sont mis en place, le choix justement de cette association avec Florent Olivier, le choix du photographe, l'agent qui est là effectivement pour anticiper en se disant mais effectivement ce disque peut correspondre à ce moment du parcours. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Je suis seule sur la pochette, mais en fait c'est une erreur, on devrait être beaucoup plus nombreux. Et la famille, bien sûr. Vous avez raison. Mais oui, la famille qui entend les œuvres répétées et qui voit arriver des photos et qui et qui finalement accueille cet objet un peu partout dans la maison de diverses façons. Et c'est vrai que c'est aussi un disque qui leur appartient, c'est vrai. Retrouvez Culture sur mesure avec Anne-Sandrine Di Girolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement ainsi que sur Gangflow. Suivez toute l'actualité de votre podcast Culture sur mesure sur les pages Facebook, Twitter et LinkedIn d'Anne-Sandrine Di Girolamo.